Bonjour à tous, c'est Oli, l'auteur du film Ours. Je vous souhaite la bienvenue dans les commentaires audio. Ici nous sommes donc aux États-Unis, dans l'État de Washington, et je pense que les fans de la série Twin Peaks auront reconnu les lieux. C'est une des rares séquences qui aurait été tournée dans le pays où se déroule en réalité l'action. Au sein de l'histoire, les personnages sont aux USA. Et donc ici, présentation du personnage central, Svetlana. Donc oui, petite précision, les personnages ont le même prénom que les acteurs. Voilà, donc le personnage s'est levé et part à l'aventure. Voilà donc présentation des lieux. Ici on voit bien qu'on est dans une région montagneuse. On voit bien que c'est là que les personnages seront susceptibles de rencontrer des ours, tel que le titre l'indique. Ici on est clairement dans la situation initiale, dans l'acte 1. Ici nous rentrons dans le deuxième arc narratif d'Ours. On voit bien qu'on est dans un autre contexte, et c'est une partie dont l'intrigue ne se recoupera avec la trame principale qu'à la toute fin. C'est une partie assez mystérieuse, on n'est que dans des plans serrés, on ne voit pas le personnage et on ne comprendra que sur le long terme ce qu'il se passe. Retour au temps présent de l'action, nous sommes en pleine forêt et en réalité ce plan-là a été tourné à Liège en Belgique, dans les bois du Sartillement, mais comme on est de nouveau dans des cadrages serrés, on pourrait penser que c'est une forêt américaine, et donc là voilà, vous l'entendez, hein, la menace arrive puisqu'on entend l'ours. Bien entendu, ce sont des sons qui ont été rajoutés en post-production. Et là, le chalet où se déroulera l'essentiel de l'histoire. On découvre les autres personnages. Et donc ici, on est toujours dans la situation initiale. Svetlana est donc venue rejoindre le chalet où elle invite plusieurs de ses amis à venir faire de la randonnée. Si on ne veut pas rentrer après le coucher de soleil, il vaut mieux se dépêcher. Ok, bon, je m'apprête. À ce moment-là, la menace n'est pas encore arrivée jusqu'à eux, mais elle est déjà présente pour le spectateur puisqu'on a entendu la bête qui rôde dans les parages. D'ailleurs, vous l'aviez remarqué, au moment où on voyait le plan subjectif de l'ours, on entendait en bruit de fond une voiture qui se garait et des gens qui parlaient, mais bien entendu, c'était eux. La séquence que nous voyons actuellement, qui est donc la séquence suivante, l'explique bien. A noter que ce passage est important puisque c'est à ce moment bien précis que la tension monte au sein de l'histoire. Nous revoici donc dans le deuxième arc narratif, dont on ignore s'il faut le situer dans la chronologie avant ou après la partie du chalet. Et donc nous revoilà avec le personnage donc de Gwen, qui va chercher quelque chose dans la voiture qu'on a entendue tout à l'heure, qui est en fait dans la réalité la voiture de Svetlana. On fait avec les moyens du bord, on a une petite production, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas pu tourner aux USA tous ensemble. On est donc dans les Ardennes belges, dans la région de Lierneux. Voilà, là, le danger devient concret. L'ours qu'on a entendu tout à l'heure s'est donc rapproché du chalet. Et la psychose va commencer. Un ours! Un ours! Il y a un ours, putain! Bon, là, on peut dire que la réaction est encore normale. Tu te retrouves nez à nez avec un ours alors que tu t'y attendais pas. Tu paniques. Mais vous comprenez très vite, au fur et à mesure que vous regardez le film, que les invités de Svetlana ont des réactions complètement démesurées. C'est un des leitmotifs de l'histoire, entre autres. Et ici, on va rapidement comprendre, au travers de ce que le personnage de Svetlana va leur expliquer, qu'en même temps, un peu de bon sens nous amène à réfléchir et à comprendre que dans cette région-là, bien sûr, il y a des ours. Je pense que tout le monde sait, c'est ce qu'elle va dire, tout le monde sait que dans les États-Unis, aux États-Unis, d'une manière générale, dans ce genre de région,
il y a des ours. L'espèce la plus répandue en Amérique du Nord. Eh oh, on est dans une région montagneuse. C'est assez explicite. Et là, le personnage de Svetlana va avoir tout le loisir de réaliser que malgré qu'elle a apporté un argument concret à ses amis, rien n'y fera. Et voilà, conclusion. Moi, je ne sors plus d'ici. La conclusion, il ne bouge plus. Oh, attendez les gars, j'ai une solution. Attendez, j'arrive. On a quand même un qui est un petit peu téméraire, mais de nouveau, on rentre dans le grotesque, dans l'absurde. Hein. Tu vas impressionner un mastodonte avec ça. Voilà, ce que j'aime bien, c'est que de temps en temps, même si les 4 invités sont tous, on manifeste tous des réactions aussi ridicules les uns que les autres, il y a de temps en temps un brin de lucidité. Et tout ce que le personnage de Svetlana raconte est vrai. Mais elle ne sera jamais entendue. Il n'approchera plus du mot. Ça peut voir ton flacon ? Les attaques sont excessives. Voilà, là elle leur fait un petit cours pour essayer de les rassurer, de leur faire comprendre que les vacances ne sont pas gâchées pour autant. C'est bon, je te suis. Et Voilà, on a eu Siko plus téméraire, Mélissa qui se laisse un petit peu maman ne me pardonnerait jamais. charmée par les paroles de Svetlana. Depuis un animal sauvage. Mais évidemment, tout de suite, il y a son frère qui vient foutre la merde. Tiens, en parlant de statistiques, t'es au courant là que ton bazar spray il marche que 90 ? Voilà, vous voyez, les personnages cherchent clairement la petite bête. Hein. Elle parviendra jamais à les rassurer. Voilà, ici il y a 4% ou 6% de chance que... Ben voilà, le personnage de Siko le dit, hein. 6% de chance que ça foire. Il n'y en aurait même qu'un seul, il bougerait pas. Vous voyez ? Et on revient donc à ce fil rouge, qui porte mal son nom car la colorimétrie est très bleutée, ce qui contraste fort avec les couleurs chaudes que le chalet nous offre. On voit un personnage, on ne sait pas qui c'est, qui a donc fouillé dans son album photo. Et on revient donc dans le chalet. Et là, la psychose va monter d'un cran. Évidemment, Gwen est tombée sur quelques vidéos YouTube où on voit des attaques d'ours. Alors là, c'est terminé. Hein. Là, c'est fini. Maintenant, Svetlana pourra dire ce qu'elle veut, ils bougeront plus. C'est entendu. Oh, mais ça, on n'en sait rien, Lana. Oui, Mélissa qui était prête à partir tout à l'heure, c'est fini. Hein. De nouveau, les personnages cherchent la moindre faille dans le discours de Lana pour rester. Hein. Ils n'osent plus sortir du chalet. Et là, en l'occurrence, c'est de nouveau les statistiques qui sont prises en otage, si je puis dire, avec le cas des 3 morts par an. Et cette histoire n'est aussi qu'une escalade dans le ridicule. Plus on avance, plus les réactions des personnages sont grotesques. Clairement, l'absurdité de cette histoire est tout à fait assumée. Hein. C'est une des intentions. Voilà, là, ils ont carrément envie de barricader les lieux. Alors, le personnage que je joue devait être interprété par Grégory Gellet, que vous avez vu jouer 2 rôles d'ailleurs dans la série La Fille, mon précédent projet. Mais pour des raisons personnelles, à la dernière minute, il a dû décliner le rôle, ce qui fait que je l'ai repris au pied levé. Il n'y avait plus moyen de trouver un nouveau comédien, mais j'avais la possibilité de dégoter un caméraman qui me remplacerait donc... pour filmer les scènes où j'apparais. C'est Massine Isabelle Kassam qui a lui aussi joué dans La Fille, mais qui ne voulait plus repasser devant la caméra, donc ça se mettait bien. Donc d'une manière générale, toutes les séquences où je n'apparais pas, c'est moi qui filme, et sinon c'est lui. Et c'est comme ça que vous me remerciez ? En partant 20 minutes après être... Là, bien entendu, le personnage de Svetlana commence vraiment à comprendre qu'il n'y aura plus moyen de les raisonner, que le voyage est foutu. Alors Amélie, ça donne quoi exactement les recherches ? Et donc, tant qu'à ne plus rien foutre, autant rentrer. Hein. Quelque part, ça c'est logique, mais les personnages ne se contentent pas d'être absurdes, ils sont également terriblement naïfs. Hein. Du fait déjà qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des ours dans la région. Ça montre à quel point ils sont pas très futés et ils vont apprendre un peu la dure réalité des choses. Un voyage comme ça, surtout si on le prend en last minute, ça coûte. Hein. 600 € d'ailleurs, je crois qu'on a été gentil, ça doit être plus que ça, mais bon, je pense que le spectateur a compris l'idée. Et là, on rentre, c'est un pivot dramatique, clairement. On rentre dans ce que j'appellerais la seconde partie de l'histoire, hein, en plein milieu de l'acte 2.
on commence à petit découvrir le vrai visage de ces invités. Et on rentre vraiment dans le propos de l'histoire. Hein. Car il faut savoir... si vous regardez la vidéo ici maintenant, c'est que vous avez vu le film, j'imagine. Donc vous avez compris que Ours, c'est un peu un emballage. C'est un prétexte au côté divertissement de l'histoire, si je puis dire, mais il y a une seconde lecture, bien entendu. Et on y arrive. Hein. Des assurances, 2006, max. Mais chacun à leur manière. Mais ce sont un petit peu des profiteurs. Hein. Ce n'est pas dit texto parce qu'il y a une scène qui a été coupée au montage qui, elle, l'explicitait clairement. Svetlana a gagné au loto. Et c'est ce qui lui a permis de faire plaisir à ses amis et de tous les rapatrier aux États-Unis. Le temps... Il devait rester une semaine à faire de la rando. Tout frais payé. Et là, elle n'est plus à ça près. Hein. Elle a juste envie qu'ils dégagent. Alors elle va vraiment leur payer leur billet retour. Mais voilà, du fait que ça a été coupé au montage, il y a juste le moment où il dit c'est rien à côté de ce que tu as gagné. Mais ça suffit au spectateur à comprendre. L'info est passée comme quoi elle a gagné une grosse somme. Et finalement, il importe peu de savoir comment. C'est toutes les conséquences. C'est toutes les mouches que ça attire autour d'elle, les mouches qu'elle croyait de ses amis. Et là, on revient donc sur ce que j'appelle le fil rouge, ou les apartés, c'est comme vous voulez. On voit qu'il y a un personnage qui va bricoler quelque chose, mais on n'a pas encore beaucoup d'infos à ce sujet. Et on revient donc, de nouveau, au chalet. Et là, quelque part, c'est logique, hein. Il s'emmerde, il n'ose pas sortir, alors qu'est-ce que vous voulez, dans un chalet, les possibilités sont pas infinies, surtout qu'il n'avait pas vraiment prévu le coup. Bon, on voit que Mélissa a quand même pris la peine d'emmener un livre avec elle, alors que je sais qu'il y en a qui sont toujours férus des détails qui n'ont pas d'importance. Donc c'est un Stephen King, c'est Shining qu'elle lit, mais n'y voyez aucune connotation, aucun message caché, non, elle lit un livre, point. Alors ici, cette séquence n'avait pas du tout été construite comme ça lorsque j'ai fait mon storyboard. À la base, les personnages devaient être dispersés à différents endroits du chalet, mais tous au rez-de-chaussée. Et un long... Le dialogue était le même, hein, mais un long panoramique devait partir de Mélissa et arriver jusqu'à Svetlana. Puis j'ai trouvé que ce serait plus fort, au moment même du tournage, d'en faire un plan fixe, où ils sont tous les quatre serrés et elle un petit peu distante. Mais malgré tout, bon, je trouve que la scission n'est pas encore tellement marquée. Mais voilà, si je vous raconte ça, c'est aussi parce que je fais partie de ceux qui partent du principe qu'il y a 3 phases d'écriture. Hein. La phase d'écriture pure et simple où on écrit son scénario. Le tournage est une phase d'écriture et le montage en est une autre. Il y a 3 façons de raconter une histoire et à chaque fois l'histoire peut prendre... Bon, évidemment, il y a un socle qui est immuable. Hein, évidemment, on ne change pas du tout, mais... il y a toujours des nuances qui peuvent être apportées à chaque étape. Et là, voilà, on rentre dans... On est un peu plus tard dans la journée. Et Svetlana commence à découvrir l'envers du décor. Ils ne savent pas évidemment qu'elle est occupée à les écouter. Là, on ne voit même plus qu'elle les épie, mais du fait qu'elle l'a fait la première fois, il ne faut pas surcharger le spectateur d'informations. On comprend qu'elle peut avoir des yeux et des oreilles partout dans le chalet, évidemment. Dans la mesure où elle a compris les véritables intentions de Gwen et de Siko, elle doit probablement se dire, les 2 autres, c'est peut-être la même chose. Hein, et ici, on a droit à une conversation très explicite entre Siko et Mélissa. Là, il n'y a plus de doute possible. Svetlana sait à qui elle a affaire désormais. Hein. Regarde Lana, elle a gâché ton premier véritable voyage. Pas faux. Les personnages filmés à contre-jour par rapport aux lumières, les lampes qu'on voit derrière, ça fait qu'ils sont presque, ce sont presque des silhouettes. Hein. Il y a vraiment que le t-shirt de Siko qui est blanc et qui fait qu'on le distingue bien, mais c'est voulu dans le sens. Voilà, là ça se voit encore mieux dans le sens où Mélissa vient de se retourner. C'est à prendre parfois au premier degré, hein, mais le fait qu'ils soient donc ombragés, ça leur donne un côté plus cynique, plus sombre, plus malsain. En tout cas, je trouve. C'est ce que j'ai essayé de transmettre comme message. Le bricolage, hein, le personnage a pris de la pâte à fixe, mais on ne comprend pas du tout ce qu'il construit. On ne va pas tarder à en comprendre la symbolique, évidemment. Et je crois qu'il n'y a rien de tel dans une histoire pour raconter des choses que d'utiliser justement les symboliques. Et quel meilleur symbole que la couleur. Alors pour cette séquence-ci, vous êtes en train de vous dire il a utilisé un filtre rouge en post-production. Mais en fait pas du tout, vous l'avez vu d'ailleurs au début, il y a un abat-jour rouge. Et ça, c'est le genre de choses que je ne pouvais pas prévoir lorsque j'ai préparé mon scénario.
Donc en fait, le chalet dans lequel se situe l'action, je l'ai loué, mais je ne l'ai loué qu'une fois pour le tournage, ce qui veut dire que je n'ai pas pu faire mes repérages sur place. J'avais les photos que le site de l'agence de location nous proposait. Et justement, l'abat-jour d'une lampe, c'est le genre de détail qu'on ne connaît pas. Et alors, quand je suis arrivé sur place, le soir, en allumant la lumière, j'ai vu que ça donnait cette ambiance rougeâtre. C'était parfait, puisqu'on est dans une scène où le danger est plus que jamais omniprésent. L'ours qu'on avait vu en début d'histoire est revenu. En plus, on est la nuit, donc... Et là, il est littéralement en train d'effrayer le personnage de Mélissa, qui est en train de se demander, est-ce qu'il va briser la vitre, est-ce qu'il va pas rentrer dans ma chambre et me bouffer? Et voilà, vous avez compris, quoi. C'est forcément assez premier degré. On est toujours dans l'absurde de par la réaction démesurée des personnages. Et donc le rouge symbolisant le danger, on était parfaitement à propos. Donc ici on est vraiment en lumière naturelle. Pour le reste du film, j'ai un petit peu retouché les images. Plus particulièrement dans l'autre arc narratif où j'ai accentué les bleus évidemment. Mais là encore une fois, on est dans une autre pièce. Et tout ce que vous voyez, c'est la vidéo à l'état brut. J'ai vraiment rien retravaillé. Et donc la fin de cette séquence nous propose une petite partie tendresse, enfin je le dis un peu de manière ironique, où les personnages, se sachant à l'abri, sont témoins de la beauté d'un tel animal, et ils peuvent l'observer en toute quiétude. Et ça amène un petit contre-pied par rapport à tous les comportements crétins dont ils ont fait preuve tout au long de la journée. Et là maintenant on a le résultat du bricolage, même si on ne comprend toujours pas à quoi il sert. Et nous sommes donc le lendemain, le jour du départ, puisque les billets d'avion ont été pris. Et vous voyez, si je n'ai pris que des plans serrés du chalet, c'est pour ne pas trahir le côté Ardennes belge, avec notamment l'absence de montagne. Même si c'est la partie vallonnée du pays, on aurait bien vu qu'on n'était pas au nord-ouest des États-Unis tel que c'est censé être le cas. De nouveau, j'utilise des plans serrés pour montrer que le personnage produit des actions importantes qui auront de lourdes conséquences. Mais ici on comprend que c'est Svetlana qui agit et qui donc démet tout ce barricadage, je ne sais pas si ça se dit, que ses invités ont préparé la veille. Elle ouvre les portes. Je pense que la symbolique parle d'elle-même. On est dans la voiture et on est donc proche du départ. Alors là, on est au point culminant, au climax du grotesque et au climax de l'histoire aussi d'ailleurs. Courte paille, ce sont les invités qui jouent, bien sûr, vous l'avez compris. Ce sont leurs plans serrés à eux. On a vu ce que Lana était en train de préparer. Et donc Gwen a perdu. On se demande pourquoi, bon bah vous allez comprendre. Et voilà donc le résultat du bricolage, de nouveau la symbolique. L'image parle d'elle-même, c'est assez simpliste, je le reconnais. J'ai voulu que le message soit efficace. Donc là, elle a fait son deuil. Voilà, c'est ça que ça veut dire en gros. Mais on ne sait toujours pas si cette séquence... On ne sait pas à quel moment on doit la remettre dans la chronologie par rapport à tout ce qui s'est passé dans le chalet, mais c'est un peu voulu. Vous aurez un indice à la fin de l'histoire. D'ailleurs, la fin va amener 2 lectures possibles. Et c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup m'amuser avec le spectateur, l'amener à réfléchir par lui-même. Et donc là, il faut partir. Et donc, Gwen ayant perdu à la courte paille, vous allez comprendre ce qu'il va être amené à faire. Mais vous allez tout de suite vous dire, c'est pas logique, c'est... Oui, c'est l'absurde à son paroxysme, comme je vous ai dit. Voilà, donc il amène les sacs dans le coffre de la voiture, pendant que Svetlana attend. Vous vous dites, ils sont 4. Bien sûr, ils auraient tous pu, en un seul trajet, chacun prendre leur sac. Mais ils ont tellement peur de croiser l'ours, qu'ils se disent, si on y va tous en même temps, le temps que Svetlana range les sacs dans la voiture, on va devoir attendre dans la voiture quelques instants avant qu'elle démarre. Et c'est toujours ce temps-là où l'ours pourrait venir nous attaquer. Or là, Gwen, il y va en mode sacrifice. Genre, c'est moi qui me tape tout le boulot, je fais plusieurs allers-retours.
je risque d'autant plus je m'expose d'autant plus au danger. À présent, l'histoire se conclut, et pour boucler la boucle, nous revenons à la situation initiale. Svetlana, dans sa voiture, cette fois, quitte les montagnes que vous voyez à l'instant, et donc le chalet, bien entendu. C'est à cet instant bien précis que le spectateur va être amené à se poser tout un tas de questions. Certes, je vous parle de boucler une boucle, mais selon la façon dont vous interprétez cette scène, vous allez pouvoir remettre votre vision de l'histoire complète en perspective, et notamment affiner le sens que vous donnez à l'arc narratif qu'on va appeler l'arc narratif du découpage des photos. Les commentaires touchent à présent à leur fin. J'en profite pour remercier Svetlana, Melissa, Siko et Gwen pour avoir joué, tout simplement. Encore une fois Svetlana et Massi pour la caméra. Et Sveltomix qui a composé l'entièreté de la bande-son d'Ours. Et bien entendu, je vous remercie, vous, d'avoir regardé le film et de m'avoir encore écouté ici. À très bientôt.